pourra dire ce qu'on veut, la fanbase Pokémon est probablement l'une des plus investies du jeu vidéo. Même si parfois, bon, ça vaut ce que ça vaut. Et parmi tout ce qu'elle aura pu engendrer, les fangames sont de loin là où elle est la plus impliquée. Et ça, pour le plus grand bonheur de The Pokémon Company et Nintendo. C'est faux. Et oui, malheureusement, ça leur plaît pas du tout, même si ça part d'une bonne intention. Et Pokémon n'est clairement pas la seule licence dans ce cas-là. Mais pourquoi font-ils ça? Est-ce juste une question de droit d'auteur? Ou alors ont-ils peur qu'ils fassent de meilleurs jeux qu'eux? Et pour répondre à tout ça, rien de mieux que de prendre le meilleur des exemples. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire du plus grand fangame Pokémon jamais sorti et qui ne sortira d'ailleurs plus jamais. Pokémon Uranium. Tout commence en 2007. Pokémon est toujours en pleine ascension, la hype autour de l'anime et des jeux de cartes est loin de s'être affaiblie, au contraire, elle est repartie de plus belle avec Pokémon Diamant et Perle, opus qui seront pour beaucoup leur premier de la licence, mais pour JV, c'est un pseudo évidemment, ils sont ceux qui n'ont fait qu'amplifier son amour pour celle-ci. La map est grande, les jeux sont beaux, on y mêle 3D et 2D, et les Pokémon sont incroyables. On parle cette fois de divinités de l'espace et du temps, des Pokémon qui régissent des principes que l'homme a encore beaucoup de mal à saisir. Les possibilités pour le futur de la licence sont désormais infinies. C'est décidé. Lui aussi va créer son propre jeu, au centre duquel il mettra à son tour un Pokémon qui incarne un principe très complexe en sciences modernes, le nucléaire. Le projet Uranium est né. JV télécharge alors RPG Maker XP, ce qui était loin de se faire pour l'époque, mais ça on en reparlera plus tard, et va tout faire tout seul. Pendant plusieurs mois, voire années, il va se mettre à dessiner ses propres Pokémon, écrire son propre scénario et développer son propre jeu lui-même. Après tout, c'est juste un fan de la licence. Ce qu'il veut, c'est pas lui faire concurrence, c'est juste se faire kiffer. Du coup, pour partager son expérience, JV décide de créer son propre blog, PokémonUranium.com. Simple, sobre, qu'il compte régulièrement actualiser, et bam! En voulant juste partager sa passion, voilà qu'il se retrouve progressivement entouré d'une immense communauté qui ne cesse de grandir. Tout le monde veut participer au projet. De quoi accélérer son développement et régulièrement proposer des démos ouvertes à tous. L'objectif, montrer à Game Freak à quel point les fans leur sont reconnaissants en réalisant l'un des fangames les plus ambitieux du jeu vidéo. Et des idées pour y arriver, ils en ont plein la tête. À commencer par la région. T'endors pas. Genre, t'endors pas. Une des îles de l'archipel Orange, dans laquelle 10 ans plus tôt, une centrale nucléaire a malheureusement explosé. Les victimes sont nombreuses, dont votre mère qui y travaillait. Le père est en partie chercher des clubs, littéralement cette fois, on sait qu'il existe, mais il est juste absent. Vous vivrez alors chez votre tante, jusqu'au jour où vous êtes appelé par le professeur Bambou pour remplir une mission, compléter le Pokédex et obtenir les 8 badges de la région pour participer au Tandor Championship. Et déjà, à ce stade, il y a déjà plein de trucs qui changent. Tout d'abord, le protagoniste. Le jeu ne propose pas 2 sexes différents comme dans tous les autres opus, mais bien 3, garçon, fille ou neutre. En plus, il a un background sombre qui plus est, ce qui fait qu'on n'a pas le sentiment d'entièrement l'incarner, mais juste de suivre son histoire. Je rappelle qu'à l'époque, les derniers jeux sortis étaient platine, noir et blanc et XY, donc niveau scénario, on mangeait déjà Gucci. Du coup, ça a poussé le jeu à aller encore plus loin, allant jusqu'à rajouter un nouveau type, le type nucléaire. Ce nouveau type fonctionne pratiquement comme les Pokémon obscurs de Pokémon XD, c'est-à-dire qu'il peut être obtenu par un Pokémon qui ne l'a pas déjà. Dans Pokémon Uranium, un Pokémon qui a trop longtemps été exposé aux radiations obtiendra le type nucléaire, changera d'apparence et deviendra sauvage. Il n'obéira que très peu à son dresseur et sera sensible à tous les types sauf lui-même et super efficace contre tous les types sauf le type acier et lui-même. Bref, si on rajoute à ça le professeur Bambou et son flow abominable, sorti bien avant Euphorbes, mais qui changeait des professeurs que l'on avait à l'époque, ou encore les presque 200 nouveaux Pokémon que voulait proposer le jeu, dont certains qui sont absolument exceptionnels, on a là le plus grand fangame de la licence. Et plus internet apprenait son existence, plus la hype augmentait.
Comme je vous l'ai dit plus tôt, tout le monde veut participer au projet, à commencer par des illustrateurs et concept artistes pour travailler sur le design des Pokémon et de certains personnages, des développeurs, amateurs pour la plupart, pour régler les quelques bugs du jeu, mais surtout des compositeurs pour créer les musiques du jeu. Genre, dites-vous que ce que vous écoutez en fond là, c'est une musique de Pokémon Uranium. Très vite, le jeu fait le tour des réseaux et certains sur Tumblr s'étonnent même de sa qualité, se demandant quand est-ce que les fangames Pokémon sont devenus aussi beaux. Parce que oui, c'est un vrai jeu vidéo, c'est pas une ROM hack comme beaucoup de fangames Pokémon. La différence, c'est qu'une ROM hack, comme son nom l'indique, est une ROM de jeu vidéo directement modifiée pour y rajouter des textures, des dialogues ou des environnements. Et à l'époque, c'était le cas de beaucoup de fangames qui étaient majoritairement basés sur Ruby, Saphir, Émeraude ou encore Rouge Feu et Vert Feuille. En ce qui concerne les jeux DS, c'était trop compliqué, mais un jeu vidéo entier, ça l'est encore plus. C'est long, le jeu prend du temps, mais au moins, on a régulièrement des nouvelles. Un compte Twitter est créé et JV ira même jusqu'à développer le jeu en live sur Twitch. Et c'est pas fini, vous voulez savoir à quel point ça ira loin? Le jeu va être nominé au Game Award de 2016 pour le prix de la meilleure création de fans. Ainsi, après 9 ans de travail acharné, une première version du jeu final sort finalement le 6 août 2016. Et en quelques jours, elle réunit déjà plus d'1 500 000 téléchargements. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est pratiquement les chiffres d'un vrai jeu Pokémon. Puis un jour, JV reçut une lettre. Sa nomination au Game Award est annulée, et quelques jours plus tard, sur son site, il poste ceci. Après avoir reçu plus d'1 500 000 téléchargements de notre jeu, nous avons été informés de plusieurs avis de retrait de la part d'avocats représentant Nintendo of America. Leurs souhaits sont clairs et nous les respectons profondément. Par conséquent, nous ne fournirons plus de lien de téléchargement officiel pour le jeu sur notre site. Nous sommes époustouflés par l'accueil réservé à ce jeu et nous vous remercions tous chaleureusement pour votre soutien exceptionnel. Le lien du téléchargement est donc supprimé et quelques temps plus tard, c'est le site qui fermait ses portes, avant que le développement du jeu soit à son tour complètement arrêté. Mais qu'est-il arrivé à Pokémon Uranium ? Les droits d'auteur. Évidemment, c'est logique, ils ont pas les droits, mais est-ce que c'est pour autant quelque chose d'acceptable ? Dans le milieu du jeu vidéo et de la culture populaire en général, ce genre de choses, c'est vraiment pas rare, surtout avec Nintendo. Et en soi, y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, comme on l'avait dit dans la vidéo sur Mario, l'entreprise fait super attention à l'image de ses licences. Quand on pense Nintendo, on pense à des univers colorés, à des jeux vidéo amusants, seuls ou en famille, accessibles à tous, surtout en ce qui concerne Pokémon. Et The Pokémon Company rigole encore moins avec tout ça. Alors jouer à un jeu centré sur le nucléaire quand t'es un pays qui en a tristement subi les conséquences et pas qu'une fois, ça passe mal. C'est quelque chose d'encore assez tabou au Japon. Ensuite, les droits d'auteur. JV et son équipe n'avaient pas les droits pour faire un jeu Pokémon. Le titre ne leur appartient pas, le concept non plus, et les Pokémon encore moins. Et dans ce cas-là, c'est loin d'être les seules victimes. On peut par exemple citer le projet Pokémon Réorchestre, qui a d'abord sévèrement été retiré des plateformes de vidéos gratuites avant de trouver un accord pour qu'une grosse partie de l'argent généré revienne à The Pokémon Company, ce qui fait que depuis il est de nouveau accessible sur YouTube, mais d'autres n'ont pas eu cette chance, comme le tristement célèbre Another Metroid 2 Remake, aussi connu sous le nom d'AM2R. Un remake PC du jeu sorti sur Game Boy, développé par un groupe de fans pour les 30 ans de la licence. Après tout, Nintendo n'avait pas l'air d'avoir prévu grand chose à ce sujet, mis à part un jeu 3DS catastrophique et des t-shirts sur Mitomo. Hop, petite lettre des avocats de Nintendo. Le pire, c'est que lui aussi avait été nominé au Game Award de 2016. Et des jeux dans ce cas-là, il y en a encore vraiment beaucoup. Project M, un mode de Super Smash Bros Brawl qui changeait complètement la physique du jeu pour le rendre plus nerveux et rajoutait plein de nouveaux stages et de nouveaux personnages, banni après 5 ans de développement. The Legend of Zelda 3D, une version entièrement en 3D du tout premier jeu pour les 30 ans de la licence, banni quelques jours seulement après sa sortie. Le Big House, l'un des plus grands tournois en ligne sur Super Smash Bros Melee, accessible après avoir installé un mode, banni malgré le nombre incroyable de participants. Dans un sens, c'est normal, ils sont légalement dans leurs droits, mais moralement, c'est pas comme s'ils avaient envoyé plusieurs avertissements. Dans chacun de ces cas, Nintendo a sévèrement interdit la diffusion de ces hommages le jour même de leur sortie. Parce que oui, ne l'oublions pas, on parle quand même ici d'hommages. Ne peuvent-ils pas trouver un terrain d'entente? Après tout, Rockstar par exemple, ils n'ont jamais interdit les différents modes pour GTA V, Minecraft et Skyrim non plus. Ce dernier est même récemment sorti en version déjà modée. En fait,
fait, s'ils sont aussi radicaux, bah c'est rien de plus que pour préserver leur image et éviter de perdre de l'oseille. Même sur YouTube, nombreux sont les youtubeurs qui craignent de recevoir des réclamations pour les droits d'auteur, car ils savent que dans la plupart des cas, ils n'auront pas d'autre choix que de supprimer leurs vidéos. Nintendo est et restera ce qu'elle a toujours été, une entreprise. Et le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Pareil pour TPCI. Et en ce qui concerne Pokémon, aujourd'hui, les seuls vrais projets ambitieux des fans de la licence, bah n'en sont plus vraiment. On en arrive à un stade où ils veulent créer leur propre jeu, leur propre univers, uniquement pour pouvoir travailler sur un concept qu'ils affectionnent énormément, celui des monstres de poche, sans avoir à craindre les menaces de quiconque. Comme c'est le cas de Temtem, Nexomon ou encore Palworld, ce fameux jeu Pokémon avec des guns et du travail à la chaîne. Par pitié, oubliez ce que je viens de dire. Mais je vous rassure, en ce qui concerne Pokémon Uranium, tout est bien qui finit bien. Oui, parce que même si le projet a dû être abandonné par son créateur, c'était sans compter sur sa communauté et les fans de Pokémon du monde entier, qui, en s'en emparant, purent malgré tout achever son développement. Et ça c'est beau putain. Aujourd'hui, Pokémon Uranium est entièrement terminé, et si vous voulez voir ce que ça donne, faites vraiment attention à là où vous cliquez, parce que certaines personnes s'amusent à remplacer le téléchargement du jeu par le téléchargement d'un virus. Et du coup, c'est pas la même chose. À mes yeux, Pokémon Uranium est et restera une étape importante de l'histoire de Pokémon. La preuve d'un amour, probablement à sens unique, porté par une communauté envers une licence à qui elle ne voulait, au fond, que rendre hommage.